Kubernedike. Je vous répète ce mot grec afin que vous vous en imprégniez. Kubernedike. Mot grec signifiant gouverner, conduire. Un mot jeune qui, en 1948 seulement, va devenir la cybernétique. Et va devenir cette science qui, au fond, règle tous les comportements de communication, de régulation, de contrôle liés entre l'homme et la machine. La cyber devient alors un mot relatif à cet environnement informatique accessible via Internet. Toutes les activités, qu'elles soient ludiques, professionnelles, civiles, militaires, trouvent alors leur place dans un cyberespace. Un cyberespace qui a accès à des mondes virtuels, mais un cyberespace qui existe et qui est vraiment bien réel. Le cyberespace, et là il faut presque que le jeune modérateur que je suis mette ses lunettes, nous vivons avec lui, nous vivons pour lui, nous vivons grâce à lui, parfois sans le savoir, souvent sans nous en rendre compte, et puis peut-être sans toujours prendre la précaution qu'il serait d'usage de prendre vis-à-vis de lui. Voilà pourquoi le 7e Forum Sécurité Chablais a choisi de traiter ce thème de la cybersécurité. Un forum que j'ai l'honneur d'ouvrir officiellement, auquel j'ai le plaisir de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues. Merci de votre intérêt, merci aussi de votre fidélité aux nombreux visages que, année après année, nous revoyons ici au forum. Bonjour à vous, madame, monsieur. Qu'il me soit permis, au nom des organisateurs, le lieutenant-colonel Alain Bergonzoli, directeur de l'Académie de police de Savatan, et le colonel d'état-major général Yves Gaillard, commandant de la région police militaire 1, et commandant du centre de formation du Chablais et de la place d'armes de Saint-Maurice, de saluer tout particulièrement madame la conseillère d'État Jacqueline de Quatreau, chef du département vaudois de la sécurité et de l'environnement, qui, dans quelques instants, va nous adresser son message de bienvenue. Je salue in globo, mesdames et messieurs les intervenants que nous découvrirons tout à l'heure. Bienvenue à vous, les amis de la France voisine, une très très forte délégation venue de Franche-Comté, d'Alsace, de Besançon, de Strasbourg, venue de la Gendarmerie nationale française, avec laquelle nous avons, pour la première fois cette année, assuré le forum en partenariat. Mesdames et messieurs, je vous propose tout simplement d'applaudir nos amis français. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs les invités, nos hôtes, venus des mondes politiques, économiques, judiciaires, policiers, religieux, sécuritaires, dont la liste s'est affichée tout à l'heure. Je salue tout particulièrement les internautes. Et oui, les internautes. Pour la première fois dans l'histoire de notre forum, et peut-être aussi grâce au thème que nous abordons aujourd'hui, les débats sont diffusés online sur Internet. Je vous invite à partager le lien que vous trouverez sous la page de la police cantonale valaisanne pour partager avec vos amis l'émission, la diffusion de nos débats. Pour vous, mesdames et messieurs, il y a deux petits inconvénients. Le premier, c'est que pendant la durée du forum, vous ne disposerez pas d'une liaison Wi-Fi parce que la totalité de la bande est réservée à la diffusion de notre débat. Et puis, pour les oratrices et les orateurs qui suivront tout au long de la matinée, cela nécessitera un quasi strict respect du timing imposé. Je salue avec un sentiment de gratitude la Vaudoise Assurance qui nous apporte son soutien.
Je salue la commune de Champéry et son président, Luc Felet, pour la chaleur de leur accueil et j'adresse un salut quasi confraternel aux représentants des médias qui nous témoignent de leur intérêt. Mesdames et messieurs, en ouverture de ce forum, je vais avoir maintenant l'honneur et le plaisir de donner la parole à Madame la conseillère d'État Jacqueline de Coitreau. Fidèle et efficace soutien de notre forum depuis ses débuts, Madame de Coitreau s'engage avec conviction à promouvoir la sécurité de ses concitoyennes et de ses concitoyens, à encourager la formation de tous les agents sécuritaires. Et puis je crois qu'elle fait, non je ne crois pas, je suis convaincu qu'elle fait sienne tout au long de ses engagements quotidiens la devise que le premier devoir d'un État, c'est d'assurer la sécurité de ses citoyens. Madame la conseillère d'État, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui à ce Forum Sécurité Chablais. Et je dois dire que cela me réchauffe le cœur de vous voir aussi nombreux ici. Bienvenue à tous, venus du Valais, du canton de Vaud, de France voisine et d'ailleurs. Je suis heureuse de pouvoir échanger avec vous parce que le thème de la cybersécurité me tient particulièrement à cœur et pour ne rien vous cacher, il m'inquiète beaucoup. C'est une nouvelle donne stratégique dont nous ne mesurons pas encore vraiment l'ampleur, je le crains. C'est d'abord un nouvel espace. Il est bien sûr riche en promesses et en opportunités, mais tout aussi riche en risques, voire en menaces. C'est un champ de recherche d'action aussi, qui dépasse les schémas classiques et qui nous force à repenser nos modes de fonctionnement. Donc, c'est aussi un défi, une opportunité, de faire mieux, de trouver des nouvelles solutions, des nouvelles pistes, de nouvelles collaborations. Longtemps, la cybersécurité a été un enjeu totalement sous-estimé. C'est vrai que l'interconnexion des systèmes d'information qui marquent notre société moderne génère de nouvelles vulnérabilités qui n'ont pas toujours été suffisamment accompagnées d'un effort simultané de protection. Aujourd'hui, les questions de cybersécurité sont au cœur des débats politiques. Je dirais enfin, il était temps. La Confédération a empoigné le problème. Elle a développé une stratégie nationale de protection des cyber-risques en 2012 avec un plan de mise en œuvre. La collaboration avec les cantons est prévue dans le cadre d'un groupe spécialisé. Quelle est cette stratégie? Elle poursuit 3 objectifs. D'abord, la détection précoce des menaces. Ensuite, l'augmentation de notre capacité de résilience, de résistance. Et enfin, la réduction des cyber-risques. Plus de 16 mesures ont été identifiées et doivent être mises en œuvre d'ici 2017. C'est proche et en même temps, ça laisse encore beaucoup d'années d'incertitude. Ces mesures touchent aussi bien, vous l'avez vu, à la prévention qu'à la réaction et ou encore à la gestion de la continuité de ces crises. L'informatique est devenue un outil indispensable à nous tous, au fonctionnement des collectivités publiques. Nous ne pouvons même plus nous imaginer de nous en passer. Si l'organisateur a dû nous rappeler que nous n'aurons pas de Wi-Fi pendant cette séance, je suis sûre que ça pose déjà 1 ou 2 problèmes à l'un ou l'autre d'entre vous. Elle est au centre de l'activité de l'État, des entreprises, de nos activités à tous, en tant que privés. Et aujourd'hui, plus personne n'est à l'abri d'un virus, que ce soit à son poste de travail ou à la maison. Et à titre d'exemple, M. André Goudelski, ici présent, grand entrepreneur suisse, très actif au niveau international, pourra nous dire les risques que cela comporte pour l'économie, pour la sécurité de notre pays. 3 types de risques se dégagent. Sécuritaire, on pense évidemment à l'armée, à la police, mais aussi à l'administration. Économique, que ce soit dans le domaine des entreprises, banques, industries, recherche, et j'en passe, et sociétaux. Les infrastructures critiques et les bases vitales sont directement touchées
est très exposé. Au même titre qu'Internet, qui est un réseau, nous devons faire de la prévention et de l'action un réseau. J'estime qu'il est essentiel de développer des outils non seulement techniques, du style backup, mais également de créer des structures coordonnées entre les acteurs sécuritaires publics privés d'une part, les administrations et l'économie d'autre part, afin d'assurer la continuité des activités en cas de cyberattaque. En termes d'engagement, les acteurs sécuritaires doivent mettre en place des stratégies de collaboration qui permettent d'intervenir conjointement le plus rapidement possible afin d'une part de limiter le champ d'action de l'attaque et d'autre part de permettre de revenir le plus rapidement possible à une situation normale. Nous connaissons par exemple les effets en cascade d'un blackout électrique dans les heures et jours qui suivent. Et nous savons que ces effets peuvent être dramatiques. Donc aujourd'hui, une de nos priorités doit être la recherche de synergie dans l'administration, dans les milieux économiques, dans tous les secteurs exposés. D'autant plus que les instruments existent. Ils sont divers et variés. La collaboration peut se faire entre les entités étatiques, entre les cantons, les communes, entre l'administration. Ça peut se faire au niveau économique, dans les réseaux d'approvisionnement. On a les outils à la police, à la justice. Mais parfois, nous manquons encore des outils légaux pour être vraiment efficaces. Et là, je pense que Monsieur le procureur adjoint Trécani pourra peut-être évoquer un certain nombre de pistes. Les systèmes d'information prennent une place croissante dans les activités de service public, notamment au travers du développement de la cyberadministration à laquelle nous tendons, dans le canton de Vaud comme partout ailleurs, et incidemment aussi à l'augmentation du nombre de données personnelles que nous mettons et que nous traitons électroniquement. Le rôle de l'État est donc de veiller au maximum à ce que ces données soient traitées de manière sûre. L'État doit prendre ses préoccupations très au sérieux. Le canton de Vaud l'a fait en soumettant au Grand Conseil un projet de décret de plus de 8 millions visant la sécurisation des systèmes d'information cantonaux. En se fondant sur une analyse des risques, nous avons proposé la mise en place, d'ici 2015, de nouveaux outils de prévention des failles, d'un site de secours qui permet la reprise du fonctionnement de l'administration vaudoise en cas de problème et évidemment aussi un centre sécurité opérationnel pour une surveillance en temps réel. Mesdames et messieurs, en conclusion, et cette journée sera riche, je ne vais donc pas allonger, mais nous devons nous rendre compte de quelque chose de fondamental, c'est que les cyber-risques modifient notre rapport au temps et à l'espace. Et je ne suis pas sûre que tout le monde en soit pleinement conscient. Notre marge de manœuvre, que nous croyons expansible à souhait grâce à cette mise à réseau, est en fait considérablement réduite. Nous sommes mieux interconnectés, nous sommes mieux informés, nous le sommes immédiatement, mais nous sommes aussi beaucoup, beaucoup plus exposés qu'avant. Les frontières n'existent plus. Nous pouvons les tracer sur le papier. Sur l'informatique, elles explosent. Elles n'ont jamais existé. Les bases légales, elles, n'évoluent pas au rythme de l'informatique, ni d'ailleurs du crime. Et les délits qui peuvent être commis dans le monde virtuel sont impressionnants. Et ces gens-là sont très, très imaginatifs. Aussi, je ne peux que vous encourager à nous aider à faire face à ces nouveaux défis sécuritaires majeurs et à prendre avec nous toute la mesure de notre dépendance au réseau informatique et de la codépendance des systèmes entre eux. Et je terminerai en remerciant les organisateurs de ce forum de nous permettre aujourd'hui d'aborder ce sujet de société. Et je dirai encore un mot à l'Académie de police de Savaton en disant qu'au moment où la presse parle de nouveau de l'école romande de police, je suis fière de cette école, pionnière en matière de collaboration intercantonale et de collaboration avec le canton.
Elle forme depuis des années les aspirants, les futurs policiers et assistants de sécurité pour le canton de Vaud et du Valais. Nous en sommes fiers parce que nous savons que cette école s'est combinée avec succès la formation théorique de qualité de très haut niveau, avec de nombreux intervenants et enseignants de très haut niveau, avec la connaissance pratique du terrain indispensable, et aussi, et c'est là que nous rejoignons le sujet du jour, avec l'apprentissage de nos policiers des technologies nouvelles. Je continuerai à me battre pour que nos policiers soient bien formés pour faire face aux nouveaux défis avec des instructions et des structures d'instruction et des infrastructures dignes de la qualité de cette école. Bon débat, plein succès et merci à vous tous. Chaleureux merci à Madame la conseillère d'État qui, dans ces quelques paroles, a déjà dessiné le fil rouge de notre débat, respectivement les axes principaux, au travers de mots comme partenariat entre le public et le privé, au travers de mots comme synergie ou encore comme collaboration. Nous allons nous y attacher toute la matinée. Merci, Madame. Madame, Monsieur, le programme de cette matinée vous est connu. Dans un premier temps, nous allons entendre, découvrir 4 éclairages autour de la cyber-citoyenneté, de la cybercriminalité, de la cyber-entreprise, du cyber-État. Après quoi, nous marquerons une pause conséquente avant d'entrer dans la seconde partie de la matinée avec le débat. Un débat qui sera enrichi de l'arrivée de 5 nouvelles personnalités. Nous terminerons cette matinée avec un apéritif dînatoire que les organisateurs ont longtemps hésité avant d'appeler un cyber-apéro, mais rassurez-vous, il n'aura rien de virtuel. Premier éclairage, la cyber-citoyenneté. Solange Guernauty, une scientifique franco-suisse, doctorat en informatique en 1987. Elle devient la première femme professeure au HEC de l'Université de Lausanne. Madame est experte internationale dans le domaine de la cybersécurité, gestion des crises, des risques, cyberdéfense. Elle fait partie du comité de pilotage de l'exercice de conduite stratégique du Conseil fédéral qui a eu lieu ce printemps. Auteur de plusieurs livres, j'y reviendrai avant la fin de ce forum, membre de l'Académie suisse des sciences techniques, et puis, et je le découvre avec grand plaisir en regardant le revers de son veston, un petit insigne, vous le verrez peut-être à la caméra, Madame Solange Guernauty est lieutenant-colonel de la réserve citoyenne de la Gendarmerie nationale française. Madame. Mesdames et messieurs, chers invités, les transparents vont passer. Voilà, parfait. Alors, lors de cette 7e édition du forum consacré à la cybersécurité, je souhaiterais rebondir sur les propos précédemment tenus et puis pour insister sur le constat relatif à l'informatisation de notre société et à ses impacts, en insistant particulièrement sur l'importance des besoins de maîtrise des risques qui en découlent et donc sur la nécessité de pouvoir assurer la sécurité de nos concitoyens pour laquelle nous devons collaborer et œuvrer collectivement pour la prospérité de chacun et le développement durable de notre société. Alors, est-ce que le son est correct? Je ne suis pas trop près du micro? Ça va? Super, merci. Alors, mon premier constat porte sur le fait que 10 ans après le premier sommet mondial sur la société de l'information de Genève, nous commençons seulement à prendre conscience des changements structurels induits par la révolution du numérique qui modifient en profondeur et sur le long terme nos manières d'être en lien avec les autres, tous les autres individus, les autres institutions publiques ou privées, et cela à l'échelle planétaire.
Tout le monde, du plus jeune au plus vieux, est concerné. S'il est de plus en plus difficile de trouver un jouet qui ne soit pas électronique ou connectable, il est encore plus difficile de trouver un enfant qui n'en veuille pas. L'adoption du numérique modifie donc en profondeur et de façon irréversible nos manières de communiquer, d'agir, de penser, de jouer, d'apprendre, de commercer, d'influencer, de déstabiliser, de nuire, ou encore, par exemple, de surveiller, de faire la guerre ou de réaliser le métier de policier. Ainsi, la technologie n'est pas neutre puisqu'elle induit des changements structurels significatifs qui nous affectent directement. Vous en êtes d'ailleurs témoin quotidiennement. De plus en plus d'activités sont réalisées par les technologies de l'information. L'informatique a pénétré nos institutions, nos villes, nos fermes, nos moyens de transport, nos hôpitaux, nos domiciles, cuisines et chambres à coucher y compris. Les objets deviennent communicants, l'Internet des objets est en train de se développer. Notre portable est devenu notre prothèse numérique et notre corps lui-même peut intégrer des composants électroniques communicants pour pallier certaines déficiences. Force est donc de constater que nous sommes de plus en plus connectés et en permanence et que même parfois la déconnexion est devenue impossible. Le nombre d'activités rendues possibles par l'informatique n'est plus quantifiable. Il en est de même de celui rendu impossible sans l'informatique. Internet et sa panoplie d'outils ont accéléré la technologisation de notre société et aussi, dans une certaine manière, de l'être humain. Par ailleurs, tout le monde utilise le même Internet pour des applications privées et personnelles, pour des applications professionnelles, administratives, pour la santé, pour l'énergie, pour les chaînes d'approvisionnement, pour la culture ou encore, par exemple, pour la sécurité. Ainsi, du divertissement au monde de la finance, en passant par tous les systèmes de contrôle des infrastructures vitales, l'informatique et les télécoms sont devenus incontournables. Nous générons et traitons de plus en plus d'informations, nous générons plus de trafic et plus d'interactions, nous consommons de plus en plus d'informations, de plus en plus de ressources informatiques, de plus en plus d'énergie, avec pour corollaire que nous générons de plus en plus de déchets informatiques. Je ne m'attarderai pas sur les problèmes liés aux risques écologiques, aux problèmes énergétiques, à l'élimination des déchets informatiques, aux risques de santé publique liés par exemple à la cyberdépendance, aux possibilités d'espionnage à grande échelle, ou encore sur le fait que trop d'informations tue l'information. Toutefois, une réflexion globale sur les risques induits par l'adoption massive des technologies de l'information ne devrait pas faire l'impasse sur ces questions qui relèvent d'une problématique de sécurité globale dont la cybersécurité fait partie. Ainsi, les technologies de l'information sont devenues le dénominateur commun à toutes les disciplines, la mémoire de notre patrimoine. Ne parlons-t-on pas désormais de patrimoine numérique, culturel, de patrimoine numérique des entreprises et des individus ? Il n'y a plus de connaissances ni de sciences sans les technologies du numérique. Sans oublier également que les grands principes fondateurs de notre société, tels que la démocratie, l'identité des citoyens ou la souveraineté de l'État, dépendent aussi, dans une certaine mesure, des technologies de l'information, ou du moins peuvent être déstabilisées par l'usage abusif ou détourné de ces mêmes technologies. Relevons juste en passant le rôle que peuvent jouer les médias sociaux et l'ensemble des outils de communication de l'Internet dans des stratégies d'influence, qu'elles soient d'origine étatique ou relevant de lobbies ou de groupes criminels ou terroristes. Atteinte à la réputation, communication d'influence, désinformation, manipulation d'opinion, des foules, des dirigeants, Internet est désormais aussi un vecteur privilégié de la guerre de l'information par l'information. Je souhaiterais maintenant mettre en avant un autre fait qui découle du premier lié à l'informatisation de notre société. Et j'en arrive à mon deuxième constat qui porte sur le cyberespace et la mutation du concept de territoire. Le cyberespace est un espace virtuel mais bien réel, constitué des technologies de l'Internet, des services et des données. Le cyberespace est devenu, en tous les cas pour les plus jeunes, un espace naturel, au même titre que la Terre, la mer, l'air, l'espace, comme d'une certaine manière est naturel pour nous l'électricité. Certains considèrent le cyberespace comme le cinquième élément, d'autres comme un territoire dynamique en constante évolution, comme un territoire à conquérir, à maîtriser, à contrôler, d'autres encore comme un lieu d'expression du pouvoir, comme une source d'enrichissement personnel ou économique, une source de profit licite ou illicite,
un espace de liberté ou encore un champ de bataille. Il est un peu tout cela à la fois. En tous les cas, il reflète notre réalité politique, économique et sociale. Il n'est ni pire ni meilleur. Il témoigne de la réalité des phénomènes de mondialisation et de globalisation dont l'unification technico-économique n'est pas étrangère. Attardons-nous sur la notion de territoire, cette fois géographique, dans lequel notre pays s'inscrit. Ainsi, par exemple, nous ne pouvons ignorer les flux de la population de part et d'autre de nos frontières avec du matériel informatique, des clés USB, des téléphones portables, en fait avec des données numériques qui circulent de manière transfrontalière physiquement dans notre région et aussi bien sûr dans le cyberespace, espace transnational et sans frontières géographiques propres, mais avec des serveurs qui stockent et traitent nos données en dehors de notre territoire géographique, hors de notre contrôle et de notre juridiction, comme c'est le cas avec l'usage de nombreux services de communication, de navigation ou de cloud. Ainsi, dans un monde en réseau, dans un monde hyper connecté, il nous faut désormais prendre conscience de la notion de mutation de concept de territoire et de la difficulté à penser sa sécurité et sa défense de manière traditionnelle. Ce qui m'amène à formuler un troisième constat qui pourrait se résumer en 5 mots. Fragilité, difficulté, insuffisance, complexité et nécessité. Fragilité des environnements numériques, fragilité de la confiance dans les technologies, dans les acteurs et dans la sécurité. Difficulté pour les individus, les organisations et les autorités à comprendre les menaces, à identifier les risques, à mettre en place des mesures efficaces et efficientes de réduction des risques, y compris difficulté à dégager les moyens nécessaires et suffisants à la lutte contre la cybercriminalité. Difficulté à prévenir les cyberabus et les cyberdérives, à gérer les incidents, voire les crises qui peuvent en découler. Difficulté à protéger le citoyen, le consommateur, les enfants, le patrimoine numérique, ou encore nos secrets par exemple. Mais aussi difficulté à exprimer nos besoins de cybersécurité et difficulté à établir les droits et devoirs des acteurs et à s'assurer qu'ils sont respectés. Oui, nous avons bâti le cyberespace sur des sables mouvants. Nous sommes à l'âge du béton numérique qui n'a pas encore inventé le béton armé numérique. Le cyber a introduit de nouvelles vulnérabilités, a étendu le champ des menaces qui pouvaient les exploiter. Ainsi, nous devons admettre l'insuffisance de l'efficacité des mesures actuelles de sécurité. L'actualité est là pour nous le rappeler, vol de données, perte de contrôle, prise en otage des ressources informatiques, de comptes mails, escroquerie en tout genre, abus de confiance, etc., etc., etc. Nous devons admettre l'insuffisance de la résilience de nos infrastructures et notre capacité à gérer des crises complexes qui pourraient en advenir. Nous devons aussi admettre l'insuffisance des actions de sensibilisation auprès du grand public et de l'éducation, de l'école primaire à l'université, en passant par la formation continue, mais aussi de la recherche et du développement de solutions Made in Switzerland. Insuffisance des compétences cyber et des ressources humaines dans tous les domaines et secteurs d'activité. Insuffisance des moyens accordés aux instances de justice et de police pour faire face à l'expansion de la cyberdélinquance et de la cybercriminalité. Il s'agit également de souligner l'insuffisance d'une connaissance et d'une approche transdisciplinaire, d'une approche globale, systémique et holistique de la maîtrise des cyberrisques. Et de souligner aussi l'insuffisance de la collaboration et coopération nationale et internationale, de l'entraide judiciaire, de la collaboration des secteurs publics et privés et la collaboration des mondes civils et militaires. Je viens d'aborder des notions de fragilité, de difficulté, d'insuffisance. En fait, elles sont corrélées à celles de complexité. Complexité du chantier aux dimensions politiques, diplomatiques, économiques, managériales, juridiques et technologiques pour mettre tous les cyberrisques sous contrôle. Maintenant, nous savons que la société de l'information doit se bâtir sur des mesures de confiance et de sécurité, et que la surveillance n'est pas synonyme de sécurité, et que la sécurité a besoin de mesures de surveillance fiables, inscrites dans un cadre légal approprié, et non pas de mesures imposées par des technologies, par des fournisseurs ou par des acteurs les plus forts. La mondialisation et l'impérialisme technologique ont aussi des limites qu'il nous faut fixer. Je conclurai donc ce constat sur la nécessité de comprendre que le risque cyber est devenu une urgence planétaire mondiale, qu'il accentue tous les risques traditionnels, qu'ils soient liés au nucléaire, à la pollution ou au terrorisme par exemple, et sur la nécessité d'agir en conséquence. Effectivement, il y a urgence à dégager la volonté individuelle et collective de se doter des moyens et de relever les défis sécuritaires du XXIe siècle.
Alors sans faire preuve de naïveté ou de paranoïa excessive, il est temps d'intégrer dans nos stratégies sécuritaires qu'Internet a changé la manière d'exercer le pouvoir et qu'il a engendré de nouvelles formes de conflictualité entre individus, entre institutions et aussi entre États. Maintenant, nous savons que le secret numérique n'existe pas, merci Wikileaks, que l'intimité numérique est une illusion, que nous sommes tenus en laisse électronique, que nous sommes tracés, suivis, observés, surveillés, merci entre autres Prism, que nous sommes géolocalisés, prédictibles et donc manipulables, que nos comportements, nos goûts, nos relations font l'objet de toutes les convoitises. Merci au marketing ciblé et personnalisé, merci Facebook, Google, Apple, Amazon et bien d'autres. Nous savons que les droits fondamentaux des individus et la souveraineté des États peuvent être mis à mal avec Internet. Nous connaissons maintenant l'efficacité de l'informatique dans tous les domaines, y compris dans celui de la criminalité, du terrorisme, y compris du terrorisme économique et de la guerre économique. Ainsi, je dirais, il y a urgence à dégager les ressources, à mettre en place les structures organisationnelles, les procédures ad hoc à tous les niveaux, que cela soit au niveau cantonal, régional, national ou international, afin d'augmenter les avantages offerts par les technologies de l'information et de tirer parti de ces nouvelles opportunités qu'elles offrent, tout en diminuant bien sûr les inconvénients, afin notamment d'assurer la compétitivité et la sécurité économique de notre région, dont notre bien-être dépend. Il est temps d'agir pragmatiquement pour préserver, pour protéger, faire prospérer notre patrimoine numérique, pour contribuer à développer la sécurité économique, l'emploi, la compétitivité. Voilà quelques-uns des besoins et enjeux pour le citoyen, sans insister sur le respect de leurs droits fondamentaux. Ce sont finalement les mêmes besoins de sécurité qui peuvent se décliner à des degrés d'importance diverses pour les individus, les organisations et l'État. Ensemble, y compris avec nos voisins géographiques, nous serons plus forts et apporterons de la cohérence à notre démarche sécuritaire. Nul ne peut plus isolément protéger son territoire numérique. Les virus, qu'ils soient biologiques ou électroniques, ne s'arrêtent pas aux frontières des pays, et les cyberattaques non plus. Elles transitent par de nombreuses infrastructures, y compris par celles de nos alliés traditionnels et de nos voisins. Protéger les infrastructures, développer la résilience, lutter contre la cybercriminalité, renforcer la posture nationale de cybersécurité et de cyberdéfense, voilà ce qu'un cybercitoyen averti serait en droit d'exiger maintenant pour une société de l'information durable. La sagesse populaire nous rappelle que les tuiles qui protègent de la pluie ont été posées par beau temps. Agissons donc avant qu'il ne soit définitivement trop tard. Il serait naïf et dangereux d'attendre que les vulnérabilités disparaissent d'elles-mêmes, que les menaces d'exploitation de ces vulnérabilités se concrétisent. Cela nous demande d'être proactifs et de renforcer la cybersécurité afin d'éviter, entre autres, la prédation de nos ressources informationnelles, de nos savoir-faire, de notre propriété intellectuelle, de nos données personnelles, afin d'éviter également la montée en puissance de certains acteurs et leur hégémonie, que ce soit des acteurs licites ou criminels. Et je vous remercie de votre attention. Dans ce tableau sévère qui vient de nous être présenté, je reconnais, j'aime à découvrir l'esprit constructif de Solange Guernaouty lorsqu'elle nous dit que si le béton numérique existe, il nous reste à construire le béton armé. Vous avez dit, madame, tout à l'heure, et souligné l'insuffisance de la connaissance. Merci d'avoir contribué, grâce à vos propos, à enrichir cette connaissance que nous voulions enrichir au travers de notre forum. Merci infiniment. Le deuxième éclairage que je vous propose est celui du colonel Alain Sévilla, commandant en seconde de la région de gendarmerie nationale française de Franche-Comté, avec siège à Besançon. Le colonel Sévilla est né à Mostaganem, en Algérie. Il est colonel depuis l'année 2006, chevalier de la Légion d'honneur, directeur du Centre européen de recherche et d'analyse des cybermenaces auprès de l'Université de Strasbourg. Il a été l'an dernier à Singapour, en 2012, le co-organisateur du Regional Cybercrime Workshop. Et il accomplit, en dehors de ses activités de commandant en second,
de nombreux stages d'enseignement du côté de Toulouse ou d'Aix-en-Provence. Avec le colonel Sevilla, nous allons aborder la cybercriminalité. Regardez bien, écoutez bien, c'est terrible. Mon colonel. Le temps que les slides arrivent, écoutez, pour ma présentation ce matin, on a beaucoup hésité avec les organisateurs. Au départ, on avait convenu de faire un petit panorama de la cybercriminalité, mais je crois que la presse en fait écho régulièrement. Et plutôt que faire un panorama de la cybercriminalité, nous avons voulu vous faire un focus sur des risques qui pèsent, notamment sur ce que les anglo-saxons appellent le « bring your own device », qui est en fait une pratique, alors en français, je n'ose même pas en parler, parce qu'il y a deux abréviations qui viennent de naître. On appelle ça le PAP, pour prenez vos appareils personnels, ou encore avec, qui veut dire apportez votre équipement personnel de communication. En fait, le BIOD, c'est la pratique qui consiste à utiliser ces équipements personnels, le téléphone, l'ordinateur portable, sa tablette électronique, dans un contexte professionnel. Aujourd'hui, effectivement, de plus en plus, et même parmi, je dirais, nous gendarmes ou les policiers, il nous arrive effectivement d'utiliser des ordinateurs portables personnels dans le cadre du service. Et donc ce matin, on va s'intéresser un peu à ces problématiques, et notamment liées à la mobilité, à ces menaces liées à la mobilité, en deux temps. D'abord, je vais vous parler des menaces logicielles, et ensuite des menaces Bluetooth. Pour rebondir sur ce que vient de dire Madame la professeure Garnaouty, effectivement, les risques sont là, ils sont là, et on voit même à la tête des pays qui écoutent, qui nous espionnent à des fins différentes. C'est vrai que si les Chinois ont plutôt tendance à espionner pour récupérer des données, d'autres pays le font, je dirais, pour nuire même au réseau. Et ben moi, s'il y avait un fil conducteur ce matin, c'est pour vous dire, eh ben la menace, elle vient peut-être pas des États-Unis, elle ne vient pas de Chine, mais elle vient peut-être de votre environnement proche aujourd'hui dans cette salle. Je ne reviens pas donc sur tous les appareils aujourd'hui, on le dit, on voit ces évolutions, notamment liées à la mobilité de ces dernières années. S'il y a une dizaine d'années, effectivement, l'ordinateur, il était quasiment unique dans une pièce dans la maison. Aujourd'hui, il y a quasiment des ordinateurs partout, et tout est connecté. Il y a eu des articles récemment sur les risques liés aux téléviseurs connectés, les risques liés aux réfrigérateurs connectés. En fait, je dirais on est connecté dans tous les domaines, et je ne parle pas de la voiture, avec les risques aussi liés aux voitures. Le nombre, il faut savoir que, donc, au niveau des outils qui existent sur Internet, et là aussi, je veux démystifier la complexité avec laquelle on peut vous écouter, on peut vous espionner. Et vous verrez que la menace peut venir aussi d'un de vos proches, même votre voisin, le fils de votre voisin, peut très bien demain prendre le contrôle de votre tablette, de votre téléphone, de votre téléviseur. Et je vais essayer très simplement, en essayant d'aller vite, parce que le temps est très contraint, donc je serai obligé de couper quelques vidéos, pour vous montrer des vidéos qui ont été faites justement à ce centre dont Jean-Luc Piller vient de parler au CERAC, donc en direct, avec des petites vidéos. Je vais vous montrer comment, en quelques minutes, un téléphone tout à fait normal peut devenir un téléphone espion. Alors, donc une petite démonstration. L'étude préalable, naturellement, quand il y a un téléphone, eh ben, c'est d'installer un logiciel. Alors vous allez voir qu'il n'est point besoin d'être un grand technicien. Il suffit tout simplement d'aller sur l'Android Market, donc il suffit d'aller tout simplement sur ce store qui permet effectivement de télécharger un outil. Donc là, il suffit de se connecter. Donc voilà, je vous présente le téléphone avec lequel on travaille. Donc quelques minutes suffisent, vous allez voir, pour aller donc sur l'Android Market et télécharger une application. Donc aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a entre 20 et 30 000 applications, je crois, sur l'Android Market. Alors il est bien évident que le flou ici n'est pas du tout artistique, mais je ne suis pas là non plus pour essayer de donner des recettes et faire des publicités sur ces outils. Cet outil, on l'a détecté en septembre 2011,
Ce sont 2 Hongrois qui l'ont mis au point. Il est gratuit. Il s'installe en quelques minutes. Et donc, mais il y en existe maintenant beaucoup d'autres. Il permet, en fait, vous allez voir, toutes les possibilités en termes d'espionnage sur le téléphone. Je tiens à vous dire qu'entre 2011 et 2013, il y a une grande évolution. Alors là, j'essaie de ne pas être trop technique, mais vous savez que sur les téléphones, en fonction des typologies, on va parler, pour enlever des sécurités, pour avoir plus de possibilités sur les téléphones, on va parler sur les Android de le router, ou sur tout ce qui est iPhone, on va les jailbreaker. Il y a 2 ans, il fallait absolument, pour pouvoir espionner un téléphone, il fallait enlever ses sécurités. Il y avait une étape préalable. Aujourd'hui, c'est fini. On prend votre téléphone, je prends votre téléphone, vous le laissez traîner. En 2 minutes, 3 minutes, votre téléphone est piégé. Voilà. Donc là, tout simplement, je vais continuer. Donc là, on télécharge l'application. Ensuite, il suffit tout simplement de faire, de se déterminer un login et un mot de passe pour pouvoir ensuite, si vous voulez, se connecter sur le téléphone à l'insu de la personne. La dernière étape consiste ensuite à masquer l'icône pour qu'elle n'apparaisse pas dans l'ensemble des icônes du smartphone. Voilà. Maintenant, je crois que c'est le plus important et c'est pour ça que je vais insister là-dessus, parce qu'on ne mesure pas tout ce que l'on peut faire avec ces petits outils. Et je rappelle qu'il est gratuit. Alors, il est naturellement, on peut connaître le contenu d'un répertoire. Là, je rappelle que dans la mobilité, un répertoire, c'est un fichier client. On peut lire tous les SMS, les emails, géolocaliser le téléphone, émettre des appels, c'est-à-dire on utilise le téléphone pour émettre soi-même les appels. Envoyer des SMS à la place des personnes, c'est bien aussi pour compromettre des gens. Voir les photos. Alors quand on est avec l'esprit policier ou gendarme, je dirais si on peut effectivement voir les photos, mais si on veut compromettre quelqu'un, on peut aussi lui mettre des photos dans son smartphone qui seraient désagréables que l'on trouve. On peut y mettre aussi des fichiers qui seraient fortement désagréables. Alors la petite démonstration, donc là tout simplement, une fois que le téléphone a été piégé, eh bien, il suffit ensuite de prendre un ordinateur ou une tablette. La première étape, c'est d'aller donc sur cette interface sur Internet et avec le login et le mot de passe, eh bien, on va se connecter. Donc là, nous sommes sur l'ordinateur distant. Alors, inutile de vous dire que l'ordinateur peut être n'importe où au niveau de la planète, il n'y a plus de frontières. Là. Voilà, donc vous constatez qu'on retrouve sur l'ordinateur, on retrouve l'interface du téléphone. Alors, ce qui est pratique sur cet outil, c'est que, naturellement, si on laisse le téléphone allumé, à distance, on va éteindre, en fait, le téléphone. Enfin, éteindre, je dirais, l'écran du téléphone. Voilà. Donc là, une fois qu'on est connecté, on a accès à toutes les fonctionnalités du téléphone. On peut naturellement voir la liste des appels qui sont passés. Donc, tout simplement, on va voir dans Call List, ici. Donc c'est pratique, effectivement, pour nous, policiers ou gendarmes, qui avons besoin de requérir un opérateur avec ce type de téléphone. Alors, géolocaliser le téléphone, donc ça fait partie effectivement aussi d'une formation qu'on a faite à l'Académie de police en janvier dernier, où on avait développé en fait tous ces outils. Mais dans cet outil, effectivement, la possibilité aussi de géolocaliser le téléphone. Là, vous allez voir, nous sommes à Strasbourg. Et donc, sur le parking. Et là, on est sur une incertitude de moins de 10 mètres. Voilà, nous étions sous le parking. Et vous allez voir, en fait, on avait quasiment une précision de quelques mètres. Voilà. Donc on peut interfacer soit avec des images satellites, donc Google Maps, ou avec des plans. Alors, juste pour vous indiquer aussi qu'on avait beaucoup hésité en 2011 à parler de cet outil, à le présenter, mais quand on a vu qu'entre septembre et novembre, en 2 mois, il avait été téléchargé en France à 40 000 exemplaires sur le compteur.
Donc là, on avait deux attitudes, et là, je rejoins les propos de Mme la conseillère d'État. On a deux attitudes, soit on fait comme si on ne savait pas, soit on en parle. Et comme je le dis souvent, je crois que la prévention est indispensable. Il vaut mieux en parler, parce que je crois que pour mieux combattre contre la cybercriminalité, et là c'est vraiment la cybercriminalité qui est mise à la disposition de tout un chacun, et les outils sont tellement simples, il faut démystifier tout ça. N'importe qui, même vos propres enfants peuvent basculer très vite dans le domaine de l'illégalité. Pour moi, il y a point de... Souvent, on présente dans les émissions de télévision des génies qui arrivent à rentrer, à prendre le contrôle d'une caméra dans un ordinateur distant. Point de génie, les outils sont d'une simplicité totale, et je vous le montre aujourd'hui. Donc là, on balaye ici, je vous l'ai dit, donc on peut aller voir aussi les photos qu'il y a sur le téléphone. Bon, là, nous avions photographié un journal télé. Accès vraiment à tout le téléphone. Naturellement, la lecture des emails. Alors j'appelle que la personne ne voit rien puisqu'on lui a éteint son écran. Donc c'est vrai que dans ces manipulations-là, si elle veut essayer de rallumer l'écran, elle n'y arrivera pas. On va aussi, pourquoi pas, sur la carte mémoire, parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand on voit notamment les smartphones, on met énormément de choses sur les cartes mémoire, y compris pour éviter, pour avoir accès à des fichiers, nos fichiers professionnels. Effectivement, c'est pratique aussi de les stocker. Le risque, effectivement, c'est aussi de se faire voler, voire copier des fichiers qui peuvent être confidentiels, voire, je dirais, stratégiques pour l'entreprise. Voilà, tout simplement, on navigue, on va sur la carte du téléphone, on voit effectivement l'ensemble des répertoires, on va lire le disque dur, et on peut copier, récupérer, détruire les données. Une exportation, on peut effectivement, donc une touche export, ça permet de récupérer aux personnes tous les éléments de votre téléphone. Voilà. Possibilité de passer des appels ou des SMS. Donc ça veut dire qu'on utilise le téléphone dont les personnes ont pris le contrôle pour passer à distance des appels. C'est qu'on va se connecter sur le téléphone et ensuite on va passer des appels. Ça pose problème, effectivement, parce que demain, on peut penser aussi que dans certains tribunaux, on pourra contester quand des éléments de preuve vont être apportés devant les magistrats et on pourra en débattre, notamment sur ces problématiques-là. Donc, écoutez, vous avez passé tant d'appels vers tel pays et tout ça. Bah, attendez, non, peut-être mon téléphone est piégé. Ou alors, si les gens ont l'esprit... c'est pareil, je dirais, sur tous les risques liés à la mobilité. Aujourd'hui, et moi je l'ai constaté, je dirais plus les gens s'éloignent de la légalité, si je fais une figure de style, et moins ils vont sécuriser leur réseau. Parce que nous, de notre côté, on aura énormément de mal à apporter, je dirais, la preuve numérique que c'est réellement la bonne personne. Elle a toujours le loisir de s'écarter en disant bah, peut-être que quelqu'un m'a piraté ou est rentré sur mon réseau. Donc voilà, là, je vais passer au slide suivant. Là, c'est pareil, je ne le ferai pas, mais pour vous montrer tout simplement aussi, donc, on peut faire de l'écoute environnementale. Une fois qu'on a pris le contrôle, en fait, il suffit de se connecter, notamment d'appeler le téléphone, en ayant pris une précaution après sur l'interface, et on entend tout ce qui se passe autour. Voilà. Donc on peut écouter, dans l'environnement du téléphone, tout ce qui se passe. Et il suffit tout simplement de faire le numéro. Il est possible de voir ce qui se passe devant le téléphone, puisque si on a le contrôle du téléphone, on a le contrôle de l'appareil photo, donc de la caméra. Donc très simplement,
on va se connecter sur l'appareil photo du smartphone et on va voir ce qui se passe dans la pièce. Voilà, donc on voit exactement ce qui se passe en fonction de le positionnement du téléphone. Alors c'est vrai qu'on peut penser qu'il n'est pas complet, puisque ce logiciel espion, il ne permet pas d'écouter les conversations téléphoniques. Et bien, ce qu'on a constaté, c'est que pas loin, on a trouvé un petit outil qui marche très bien avec cette application et qui permet d'enregistrer automatiquement les appels émis et reçus. Voilà. Donc on le met en place, petite démonstration, ça va très vite. On va tout simplement chercher les enregistrements. Donc il suffit de se connecter, on va sur la carte du téléphone, sur la mémoire du téléphone, et on va chercher les enregistrements, tout simplement. Voilà, on va sur la carte, voilà, on va sur les enregistrements. Et là, vous avez les enregistrements. Voilà, soit vous pouvez les écouter, soit vous pouvez les enregistrer. Donc, vous voyez, c'est d'une simplicité, point besoin de faire polytechnique. Un petit outil aussi, un petit clin d'œil, puisque naturellement, comme j'utilise ces outils, mon propre téléphone est piégé, naturellement. Mais bon, j'espère avoir le contrôle. Là, c'est un de mes collaborateurs des systèmes d'information et de communication. C'est un téléphone professionnel, donc il avait tout à fait le droit de... et qui a essayé en fait de déverrouiller mon téléphone. Mais bon, un petit outil qui peut être utile, c'est que si jamais vous faites voler votre téléphone, là on est aussi dans la sécurité. Dès l'instant où un mauvais code est tapé, là, une photo est prise de la personne qui essaie et vous recevez un mail. Là, tout simplement, chaque fois qu'il y a une erreur sur le code pour le déblocage du téléphone, eh ben, on voit la photo de la personne. Il y a eu d'ailleurs un article il y a à peu près 8 mois à Paris où on a effectivement quelqu'un qui s'était fait voler son iPhone, qui avait mis une telle application et qui a été au commissariat de police le lendemain matin en disant ben voilà, je me suis fait voler mon iPhone. Et il est venu en fait avec la géolocalisation de son téléphone, avec la photo de la personne et même une photo environnementale. Et l'article concluait que, et là je m'adresse à tous mes collègues policiers et gendarmes, si à chaque fois qu'on avait une plainte, les plaignants venaient avec la photo du voleur, sa localisation, pour nous ça serait que du velours. Voilà. Donc on peut inciter que les gens à mettre ce type d'outils. Voilà. Là, très rapidement, je voudrais parler des menaces liées aux technologies sans fil Bluetooth. Le Bluetooth, tout le monde connaît maintenant. Je rappelle qu'on est sur les mêmes fréquences que le Wi-Fi, mais en termes de puissance, on dit, mais le Bluetooth, il n'y a pas trop de risque, puisque c'est de l'ordre de quelques mètres. Là, je dis, oui, mais attention, votre téléphone, lui, va porter à quelques mètres, mais sur Internet, il est vendu des outils, notamment des petites antennes. Alors, vous avez des antennes comme un dongle, là, le mien fait à peu près 2 cm, il porte à 100 mètres. Et on a commandé en Chine aussi des antennes qui font un peu plus grosses, pour une centaine d'euros, qui portent à 1 km. Ça veut dire que quand vous êtes dans votre voiture, quand vous mettez le Bluetooth, notamment pour éviter de se faire prendre en infraction, eh bien vous êtes vulnérable. Si vous pensez que quelques mètres, c'est faux, puisqu'aujourd'hui, il y a des outils qui sont en vente libre sur Internet, qui vous permettent en fait d'accrocher un téléphone dont le Bluetooth est ouvert à plusieurs centaines de mètres, on va dire, quand c'est libre. Là où je m'inquiète aussi, c'est que, et j'en avais parlé au mois de janvier, on voit se développer notamment aux États-Unis, en fait, ce qu'on appelle le géomarketing. Et aujourd'hui, il est vendu avec les antennes Bluetooth, il est vendu des outils qui permettent en fait d'envoyer des messages publicitaires dans tous les téléphones qui sont accrochés dans un rayon de quelques dizaines, voire quelques centaines de mètres. Alors c'est vrai que c'est pratique parce que si un magasin fait une promotion particulière pendant un temps donné, eh bien, il peut faire passer le message. La crainte, si vous voulez, c'est que les gens, maintenant, connaissant les risques, et je le vois évoluer, parce que j'ai devant moi aujourd'hui des gens finalement qui ont pris beaucoup de précautions ce matin, et vous allez voir pourquoi. Donc, je crains qu'avec le géomarketing, la vigilance redescende et les gens ouvrent de plus en plus le Bluetooth en permanence, des fois qu'il y a un petit message qui arrive sur le... Alors, la question qui se pose naturellement, c'est quelle menace pèse sur un téléphone ayant le Bluetooth ouvert. Là, je vais passer rapidement parce que... Donc juste pour vous dire, donc là, je passe rapidement, je n'ai pas eu le temps de flouter. Ça a été fait pendant qu'on prenait le café.
Donc j'ai utilisé un outil qui est encore gratuit sur Internet. Je rappelle qu'au niveau de l'université, je ne dis pas qu'on n'a pas de moyens, mais moi ce que je veux, c'est démystifier la complexité. Point besoin d'appartenir à une boîte privée qui fait de l'espionnage, point besoin d'appartenir à un service de sécurité, pour avoir des outils performants. Donc ce matin, pendant que vous preniez le café et vous mangez le croissant, mon fils qui travaille avec moi, qui travaille dans le domaine informatique naturellement, a fait un petit scan en fait, des téléphones pendant à peu près un quart d'heure. 10 personnes donc, avaient le Bluetooth ouvert. Donc là, il y a un risque, mais c'est vrai que quand on descend de la voiture, on a peut-être le Bluetooth. Il y a un risque énorme au niveau avec le Bluetooth ouvert, parce qu'en fait, on ouvre les portes du téléphone. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Alors, j'ai masqué parce qu'il y a une personne dans la salle qui prend énormément de risques. Je ne sais pas si elle a un smartphone avec beaucoup de données personnelles dedans, mais en plus, elle a indiqué sur son téléphone son nom et son prénom. Donc, cette personne, si elle est une cible potentielle, elle sera tout de suite identifiée. D'autres ont été un peu plus prudents, ont mis un pseudo. Le mieux sur vos smartphones, c'est de ne rien mettre du tout. Parce que si vous êtes une cible potentielle, il est bien évident qu'on va vous attaquer. Je pense que si même la conseillère d'État mettait son titre sur son smartphone ou son nom, vous seriez une cible. Donc il est bien évident qu'il faut surtout ne rien mettre pour ne pas être identifié. En revanche, je note que on est aujourd'hui entre 300 et 400. Habituellement, j'ai 10% des personnes qui ont le Bluetooth ouvert. Aujourd'hui, on est entre 3 et 3%, donc c'est pas beaucoup. Normalement, dans la démonstration que je fais, je ne l'ai pas fait ce matin, et M. Jean-Luc Piller l'a précisé, je n'ai pas voulu perturber la régie. Normalement, en fait, avec ce même outil, on se fait passer pour un hotspot Wi-Fi. Et c'est vrai que les gens, comme c'était, en plus, ça allait à l'encontre de ce que voulait l'organisateur, c'est que les gens ne se précipitent pas sur un Wi-Fi. C'est que c'est vrai dans les conférences, j'ai dit, tiens, j'ai peut-être des mails à récupérer. En fait, c'est un faux hotspot Wi-Fi. Et dès l'instant où les gens acceptent, les gens pensent se connecter sur ce hotspot, en fait, ils ouvrent toutes les sécurités. Donc là, il y a 2 étapes. Ceux qui ont le Bluetooth ouvert, on va repérer la personne, le type de téléphone. En fonction du type de téléphone, il y aura une attaque, on va trouver des failles, on va pouvoir entrer dans le téléphone. En revanche, les gens qui se connectent sur mon faux hotspot, là, on arrête là la démonstration, bien évidemment. Ils ouvrent le téléphone. C'est-à-dire que là, on n'a point besoin, on a juste à aller déposer ce que l'on veut sur le téléphone et on prend le contrôle du téléphone. Voilà. Là, je passe rapidement pour vous dire que les actions, donc là, il y a un outil qui date d'ailleurs de pas mal d'années. Bon, ça s'appelle Bluetooth Control, là, je ne cache même plus. On peut tout faire, voilà. Pareil, en quelques secondes, on peut prendre le contrôle du téléphone. Je rappelle que ces outils, au départ, ont été développés à des fins de maintenance. Quand l'interface, notamment l'écran, est cassée, ça permet notamment aux techniciens de récupérer vos données du téléphone. Mais c'est vraiment détourné de la finalité initiale du téléphone. Voilà l'interface qu'on va trouver. Et moi, je vous montre tout simplement ici, si vous voulez, on ne dit pas sauvegarder le répertoire, mais voler le répertoire. D'accord? Donc l'intention, je dirais, malfaisante, elle est là, sur ce type d'outil. Voilà. Alors, juste, j'en ai parlé au mois de janvier aussi, juste pour vous dire que pour géolocaliser, il existe des plateformes. Donc, elles ne s'inventent pas. Celle-là, elle s'appelle Outet. Donc là, on vous propose pour quelques euros de pouvoir géolocaliser quelqu'un qui vous est proche. Alors là, c'est un site français, il faut quand même confirmer par un SMS. Voilà. Alors naturellement, chaque fois que ces outils sont mis en ligne, on nous dit « mais pourquoi ?» Parce que pourquoi vous ne faites rien, les gendarmes, les policiers là-dessus. Mais bon, là, on a une explication, on vous dit ce sont des voisins qui disent que grâce à cet outil, ils ont pu retrouver rapidement leur voisin qui est atteint de la maladie d'Alzheimer. Dont acte, je ne sais pas, mais je suis relativement sceptique donc sur l'utilisation de ces outils. Et puis finalement, vous allez voir, même si j'ai essayé de démystifier, sur Internet, comme c'est un libre service et on trouve de tout, si vous voulez vraiment vous tenir à une personne et vous voulez vraiment la suivre, si vous ne voulez pas prendre le temps de télécharger des applications ou trouver l'application, vous allez sur un site qui s'appelle espiontéléphone.com. Et là, le téléphone dont rêve la personne, vous pouvez lui offrir, mais déjà piégé, donc il n'y a plus rien à faire. Voilà. Voilà, là je crois que, juste pour conclure, ça sera ma conclusion, juste une petite vidéo qui va résumer un peu tout ça, en 40 secondes. Kelly, est-ce qu'on peut envoyer la vidéo ?
Pirater un téléphone portable serait un jeu d'enfant. Il suffit de télécharger un logiciel à la portée de tout le monde ou presque sur Internet. Quelques connaissances en informatique suffisent. Regardez de la démonstration dans ce reportage de Philippe Vogel, Eric Schings et Victor Lassalle. La démonstration est stupéfiante. Imaginez votre smartphone laissé 5 minutes seulement sans surveillance. Largement suffisant pour casser la protection de l'appareil et installer une application pirate. Votre téléphone devient transparent et se transforme en espion absolu. Vous êtes en cours, en réunion, le mobile se change alors en micro, vous géolocalise et filme votre environnement. Là, on voit bien que le copain pirate fait une attaque directe sur des... Totalement à votre insu. Il ne faut absolument pas être un technicien. L'installation se lance très facilement sur le téléphone. Une fois qu'elle est sur le téléphone, un simple navigateur web suffit. Et on a accès absolument à toutes les fonctions du téléphone. On peut faire des exportations, on peut aller jusqu'à utiliser les applications qui sont installées sur le téléphone. Il n'y a aucune limite. Depuis 2 ans, les ventes de smartphones ont explosé. Aujourd'hui, un Français sur 4 en est équipé. Déverrouiller les protections des opérateurs, installer une application malveillante est devenu un jeu d'enfant. Une simple recherche sur Internet et des dizaines de sites vous expliquent comment faire. Les logiciels de piratage sont de plus en plus simples à trouver et à utiliser. Nous sommes nous-mêmes stupéfaits de voir les outils qui sont mis à disposition du grand public. Prendre le contrôle de son propre téléphone, ce n'est pas répréhensible, et au contraire, ça permet de se dépanner. Mais prendre le contrôle du téléphone, même de son épouse, d'écouter son épouse, d'intercepter ses mails ou SMS, c'est une atteinte à la vie privée. À Strasbourg, le nouveau Centre européen de recherche sur les cybermenaces planche sur ces nouvelles formes de piratage. Mais le meilleur moyen de se protéger est encore de garder son téléphone à portée de main et de toujours utiliser un code d'accès en veille et au démarrage. Allez, on parle un peu de football. C'est le dernier match de l'année pour les Bleus. Coup d'envoi. Donc pas de football. Écoutez, je vous remercie, c'était la conclusion. Et un petit clin d'œil donc à l'équipe du CERAC qui m'a fait la gentillesse de venir de Strasbourg à ce forum. Voilà, merci bien messieurs, dames. Quand je vous disais que c'était terrible. Je ne vous donne pas l'adresse du colonel Alain Sevilla, mais il tiendra lors de l'apéritif dînatoire un stand où il mettra à disposition tous ces outils dont il vient de nous parler. En l'occurrence, grand merci à vous de nous avoir rendus attentifs à tous ces cyber-risques. Merci mon colonel. Merci. Le troisième éclairage de ce matin va nous être apporté par André Koudelski, président administrateur délégué du groupe qui porte son nom. En 1984, ce jeune ingénieur de l'EPFL entre dans le domaine de la recherche et du développement chez Koudelski SA. En 1991, il va succéder à son père Stéphane. Et notons qu'en 1995, déjà, le WEF, le World Economic Forum, désignait André Koudelski comme Global Leader for Tomorrow. Pour aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous accueillir, M. Koudelski, et nous vous entendons très volontiers autour de cette problématique de la cyberentreprise. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les représentants des autorités politiques, mesdames et messieurs, je vais tout d'abord commencer cette présentation par un petit film de présentation de notre activité cybersécurité, non pas pour parler forcément de ce que l'on fait, mais surtout pour montrer l'étendue de la problématique de cybersécurité. Donc, vidéo, merci. Il y a aujourd'hui plus de 582 millions de sites internet en ligne et 500 nouveaux sites sont créés toutes les minutes. À ce jour, 500 millions de smartphones et 5 milliards de dispositifs sont connectés à Internet. Et ce chiffre devrait dépasser les 31 milliards en 2020. Aujourd'hui, 35% de la population mondiale est connectée au réseau, alors que ce n'était que 8% en 2008.
Et sur les 150 millions de set-top box opérés dans le monde par le groupe Kudelski, plus de 30% sont connectés à Internet. Assurer la sécurité des box de télévision numérique et des dispositifs connectés demande une attention soutenue, une surveillance quotidienne des menaces, ainsi que des mises à jour régulières de sécurité. Chez Kudelski, nous avons développé nos propres outils de surveillance. Nous pouvons suivre et contrôler en temps réel l'évolution des réseaux pirates et ainsi anticiper les risques qu'ils peuvent représenter pour nos clients. Comme vous pouvez le voir sur cet écran, nous sommes en train de surveiller un réseau pirate de façon à pouvoir anticiper l'évolution des menaces. Sur ce type de réseau illégal, nous sommes capables de localiser les serveurs pirates aussi bien que les clients, à l'échelle d'un pays ou même d'une région. Avec plus de 20 ans d'expérience dans la lutte contre le piratage de la télévision numérique payante, les meilleurs laboratoires et une équipe multidisciplinaire d'experts dédiés à la sécurité, le groupe Kudelski occupe une position unique dans le domaine de la cybersécurité. Lorsqu'il s'agit de faire face aux hackers les plus talentueux au monde, mieux vaut faire appel à des spécialistes de classe mondiale. Pour Kudelski Security, le test de pénétration d'un réseau n'est qu'une petite partie de la phase d'investigation initiale, mais ce n'est pas le produit final. Notre équipe d'évaluation va identifier toutes les menaces possibles et en tenir compte pour proposer un service de veille analysant vos propres risques. Sur la base d'un abonnement annuel, nos clients reçoivent chaque jour un rapport sur l'évolution des menaces et leur vulnérabilité. En cas de cyberattaque, ces derniers peuvent faire appel à notre équipe d'intervention d'urgence. Composée d'experts techniques, d'ingénieurs forensiques et d'avocats, sa mission est de vous aider à surmonter cette cybercrise. Dans le laboratoire d'analyse forensique de Kudelski Security, nous étudions les preuves collectées par nos équipes d'enquêteurs sur le terrain ou par les forces de l'ordre, que ce soit des disques durs, des smartphones, des puces RFID ou d'autres dispositifs embarqués. Notre laboratoire d'évaluation et d'attaque, C-Lab, réunit les meilleurs experts en sécurité disposant d'équipements à la pointe des technologies. Ici, nos équipes utilisent les dernières méthodologies pour mener à bien les tests de sécurité et d'évaluation de risque des solutions proposées à nos clients. Ce type de laboratoire, autour duquel gravitent d'autres services de sécurité avancés, est unique en Europe. Il est le résultat d'un mélange de compétences sécuritaires et d'un état d'esprit bien spécifique, réglé par des procédures et des processus très stricts. De nos jours, surveiller 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 les menaces sur Internet est devenu indispensable si l'on veut avoir une chance d'anticiper les attaques pirates, y apporter les réponses appropriées et ainsi en diminuer la portée. Fort de cette surveillance constante, nous sommes capables de comprendre les cybermenaces qui pèsent sur nos clients et leur offrir quotidiennement des informations essentielles et un suivi sur mesure de leur niveau de risque. Nous vivons tous dans un monde global et interconnecté, où de plus en plus d'individus et de dispositifs connectés au réseau deviennent des relais ou des cibles pour les cybercriminels. Notre niveau de sophistication de surveillance de l'Internet nous permet d'anticiper toute forme d'attaque, qu'elles proviennent d'emails, de pénétration réseau, de virus ou d'attaques ciblées. L'année passée, les cyberattaques ont coûté aux sociétés plus de 100 milliards de dollars, auxquels il faut encore ajouter 200 milliards de dollars pour découvrir, comprendre et récupérer de ces attaques. Et personne n'est épargné. Cette année, on prévoit que 3 fois plus de personnes seront victimes de crimes sur Internet que de délits dans les rues. Aujourd'hui, 168 millions d'emails sont envoyés chaque minute et un demi-million d'entre eux sont porteurs d'un virus ou d'un cheval de Troie. Kudelski Security réunit plus de 80 experts pour vous fournir des services de sécurité adaptés à votre profil de risque, votre entreprise et votre activité. La sécurité sur Internet ne s'improvise pas, c'est une affaire de professionnels. Laissez-nous nous en occuper pour vous concentrer sur l'essentiel, la croissance de votre business. Je vais passer maintenant à la partie présentation qui finalement fixe un peu plus le cadre de ce que l'on voit dans ce secteur. Tout d'abord, l'élément intéressant, c'est de voir que l'actualité aujourd'hui parle de plus en plus non seulement du risque de cybersécurité, mais finalement montre que le flou qui existe dans la lutte contre les différentes formes de criminalité
est pas toujours très bien perçue. Et là, on voit que, notamment dans la presse américaine, la façon dont se passent les choses, notamment au niveau de la NSA, n'est pas forcément aussi bien acceptée qu'on le croit, vu de ce côté de l'Atlantique. Et là, par exemple, l'essor de Manning, Snowden par rapport aux gens de la NSA est clairement identifié. De même que la façon dont certaines choses sont protégées. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une prise de conscience de la vulnérabilité de certains équipements. On a parlé tout à l'heure du téléphone qui, en tant que nouvel engin connecté, représente probablement le plus gros risque potentiel futur au niveau du piratage, mais il faut savoir que les différents outils informatiques ne sont pas à l'abri. Et surtout, ils sont d'une part vulnérables par rapport à des pirates mal intentionnés qui font partie des organisations criminelles, mais aussi qu'il y a toutes sortes d'éléments qui permettent finalement de surveiller à distance lorsque les autorités décident de le faire. On voit aussi que toute la question des écoutes d'Internet a conduit à passablement de râleries, en tout cas de fait couler de l'encre. Et si les États-Unis ont été les premiers montrés du doigt, la Chine n'est pas en reste, et même en Europe, les choses se passent parfois dans un cadre qui n'a pas été suffisamment défini et communiqué à l'avance. Et là, on voit que pour bien pouvoir travailler dans le domaine de la cybersécurité, il est important non seulement de bien communiquer, mais de bien définir les conditions cadres de telle façon à ce que l'ensemble de la population soit aussi aligné que possible sur les intérêts généraux et qu'il y ait une acceptation des choses qui se font. On voit aussi que le récent, je dirais, dénouement de ce qui se passe actuellement dans notre secteur montre que l'Europe a perdu en importance, notamment dans le secteur mobile. Et on voit que le rachat de Nokia par Microsoft fait qu'il n'y a pratiquement plus d'acteurs d'importance mondiale au niveau de la téléphonie mobile qui se trouvent en Europe. Et lorsque l'on voit les risques associés avec les smartphones, eh bien, ça fait réfléchir. On voit aussi que si les gens veulent vraiment que leur conversation reste secrète, c'est le seul téléphone jusqu'à présent qui n'a pas été cassé par les services américains. Mais j'ai quand même un doute parce que je suis sûr qu'avec un système de mesure Doppler laser, on doit réussir à savoir ce qui se dit sur cette ligne. On voit aussi que la poursuite de la taupe, si on peut parler ainsi, Snowden, n'était pas un élément sans dommages collatéraux. Ceci étant dit, l'idée c'est de vous présenter d'une part le contexte, quelques éléments relatifs à notre expérience en tant que société, une réflexion de base qui est le fait d'agir ensemble, des exemples de collaboration à travers le monde et quelques conclusions. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Internet n'est plus un jouet, c'est devenu un acteur majeur dans notre société et dans la vie de tout un chacun. Cela concerne les individus, le monde des affaires, les États, mais aussi le crime. Et je crois que c'est d'une part une infrastructure pour connecter les gens, mais c'est aussi un outil extraordinaire pour permettre au crime de se développer. Tout d'abord, on voit des risques qui augmentent. Je ne pense pas qu'il faille faire un grand dessin pour s'en rendre compte. Tout d'abord, les nouvelles technologies, que cela soit Internet qui ouvre des possibilités extraordinaires pour les affaires, pour la société, mais aussi qui ouvre la possibilité aux acteurs de la criminalité. Le cloud ou le nuage qui, en même temps, permet de sécuriser certaines choses, mais qui présente un certain nombre de vulnérabilités et des questions de savoir où se trouvent les données et comment elles vont être utilisées. Et finalement, les téléphones mobiles et les tablettes, qui sont d'une part un vecteur extrêmement important de prolifération au niveau du nombre d'engins connectés, mais qui aujourd'hui, si l'on regarde l'ensemble des technologies, sont probablement le maillon le plus faible au niveau de la résistance contre le piratage.
Nous avons aussi des comportements à risque. Tout d'abord, il y a un certain nombre de fonctions vitales de la société, que cela soit des éléments qui assurent la sécurité de la santé, la sécurité routière et autres, qui dépendent des systèmes interconnectés. Mais nous avons aussi des données personnelles qui sont électroniques et parfois il vaut mieux réfléchir à 2 fois avant de donner certaines informations à des entités que l'on ne connaît pas suffisamment bien. Et enfin, que cela soit les emails ou les réseaux sociaux qui présentent d'une part une opportunité extraordinaire de communiquer et de partager les choses, mais qui sont un risque d'autant plus accru d'avoir des cyberattaques. Côté des risques qui augmentent, tout d'abord les pirates. Les nouvelles technologies leur offrent des opportunités extraordinaires, dans le sens chaque fois que nous faisons un certain nombre de progrès pour offrir des nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs normaux, eh bien les pirates trouvent un certain nombre d'utilisations détournées de ces mêmes technologies. Nous voyons aussi que nos lois ont des frontières, celles des pirates non. Et le fait que le système juridique met toujours plus de temps à évoluer que les risques et que les gens peuvent passer d'un côté de l'autre à la frontière, ou plus exactement ne connaissent plus de frontières, présente un risque accru au niveau du piratage. Et finalement, et c'est presque par définition, les pirates sont rapides et les lois et la police le sont moins, par définition, simplement parce que, aussi bien que les lois que les polices doivent obéir à ce que l'on appelle un état de droit. Les acteurs étrangers, et là on doit partir du principe que ce n'est pas toujours évident de parler de ces questions. Tout d'abord, pour les questions stratégiques, on voit qu'il n'y a pas forcément que des pays amis et que les alliances peuvent changer d'un moment à l'autre. Mais on voit aussi, et c'est un élément qu'on a découvert durant certaines de nos investigations, c'est qu'il peut y avoir à un moment donné quelqu'un qui vous espionne et vous avez quelqu'un qui surveille ou qui espionne la personne qui vous espionne. Et celui qui vous espionne arrive à obtenir le même type d'information que la personne qui vous espionne directement. Donc ça permet tout d'un coup d'imaginer un certain nombre de scénarios. Et un élément dont il ne faut pas sous-estimer la possibilité, c'est que bien des équipements, que cela soit ordinateur, que cela soit équipement de communication, possèdent des fonctions cachées qui peuvent à un moment donné être activées et, je dirais, finalement révéler des choses que vous n'avez pas envie que les gens aient accès. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, découvrir ces fonctions cachées est un travail extrêmement difficile parce qu'il demande d'une part une expertise dans des secteurs très pointus de la technologie et des équipements très conséquents. Et finalement, et là je pense que c'est un moteur de toute cette bataille, toute cette guerre, c'est que les intérêts économiques dans toute cette affaire sont extrêmement importants et lorsqu'il y a quelque chose à voler, qui a de la valeur, eh bien ça donne des idées. D'autre part, ce qui paraît important, c'est le fait de dire que dans la nouvelle situation, on peut dire que tous, on est acteurs, mais aussi on est potentiellement chacun une cible. Ce qui signifie qu'on doit prendre notre avenir en main et agir de façon proactive. En gros, quand on regarde les possibilités d'agir à distance, de télésurveiller et d'autre part les technologies dites de big data, les deux combinés permettent de faire des choses incroyables et surtout cela permet de surveiller des très très grands nombres de personnes ou de devices à la fois. Un autre élément dont il faut tenir compte, qui n'est pas un élément directement économique au premier degré, c'est les questions de réputation. Grâce à Internet ou à cause d'Internet, on peut tout d'un coup détruire en un instant une réputation. Et si une réputation met des années à être construite, elle peut, en un coup de clic, tout d'un coup, être complètement détruite. Si je regarde maintenant notre propre expérience, tout d'abord, 25 ans à poursuivre les pirates, tout d'abord en développant des nouvelles technologies de sécurité, 25 ans à les comprendre, parce que ce n'était pas toujours évident, 15 ans à lutter activement contre les pirates, 15 ans d'expérience anti-piratage sur Internet, parce que d'abord c'était simplement la télévision non connectée, et finalement 15 ans de collaboration avec les polices et les juges à travers le monde,
qui montre que c'est un élément qui ne peut pas être uniquement résolu par la technologie, mais en ayant des partenariats avec les autorités. Mais 25 ans aussi de succès, 25 ans de technologie de pointe en matière de sécurité, 10 ans de succès sur le terrain, c'est là qu'on a commencé vraiment à être actif un peu partout, et 10 ans de succès devant les tribunaux, principalement aux États-Unis, avec plus de 1,75 milliard de dollars gagnés au niveau de la justice contre les différents pirates. Malheureusement, ils n'avaient pas les moyens pour payer ces 1,75 milliard. Mais enfin, c'est pour dire que, de temps en temps, la justice permet de réparer certaines choses. Et finalement, 3 ans d'éradication du piratage par mode contrôle par Internet aux États-Unis, et là, c'est un des beaux succès de ces dernières années. On voit aussi que dans la façon pour lutter contre le piratage en télévision, on a passé de la lutte contre le piratage simple sur la télévision vers la télévision par Internet et maintenant la cybersécurité, c'est-à-dire on part de la protection du signal vers la protection de l'écosystème avec tout ce que cela signifie pour les autres secteurs d'activité. Quelques exemples maintenant d'actions sur le terrain, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, notamment aux États-Unis, nous avons une collaboration active, que cela soit avec le FBI ou avec des polices locales, pour, lorsqu'il y a des cas de piratage avérés ou suspectés, on a la possibilité de faire des descentes sur le site. Voilà un site pirate saisi aux États-Unis. Ça montre que finalement, ce n'est pas vraiment juste un atelier de bricolage. On voit qu'il y a des équipements importants. On a aussi des opérations faites en Amérique latine, sur le terrain, où il y a des saisies importantes de matériel. On a également des saisies qui ont eu lieu en Allemagne, où on voit qu'en même temps, les gens sont actifs dans le piratage informatique et de la télévision, mais en même temps sont actifs dans le commerce de la drogue. Donc on voit que le milieu du crime est un milieu qui est bien diversifié, où le financement intercalé entre les différents types de criminalité est très très courant. Nous avons là des cas de destruction de produits pirates en Uruguay. Ce sont des éléments qui découragent les futurs pirates. Et nous avons également une formation qui est donnée notamment aux polices à travers le monde, où on donne des cours en matière de lutte et de prévention contre le piratage, ici par exemple au Paraguay. Tout ceci pour m'amener à une conclusion. Tout d'abord, ce qui est essentiel, c'est d'assurer la sécurité des conditions cadres. Tout d'abord, souvent l'État n'a pas la technologie est disponible sur le grand marché, qui est disponible sur le grand marché et soumise aux règles parfois des autres. Par contre, les entreprises indépendantes qui ont la technologie n'ont pas elles seules l'autorité pour protéger les individus. Simplement, il est essentiel d'avoir pour ça la protection de l'État au niveau légitime. Et là, il y a une opportunité vraiment de collaborer entre l'État et le privé pour lutter contre la cybercriminalité dans un cadre légal bien défini. Et enfin, à titre d'entreprise, nous sommes prêts à investir pour un partenariat avec les autorités, que cela soit au niveau de notre expertise technologique, nos 15 ans d'expérience de terrain et du juridique au niveau international, et la possibilité de formation dans le sens que ce que nous avons appris sur le terrain, ce que nous avons appris en matière d'expérience, nous sommes prêts à le partager. Et finalement, ce n'est pas tout seul qu'on résout les problèmes, mais ensemble. Merci pour votre attention. Pardon. Voilà, Monsieur Kudelski, après la criminalité du colonel Sevilla, vous nous avez quelque peu rassurés en témoignant que la technologie était là, bien là. Vous nous en avez fait la démonstration et vous avez aussi insisté sur un mot que nous allons retrouver lors de notre débat d'ici quelques minutes, la collaboration. Merci de nous avoir apporté votre éclairage, monsieur. Le quatrième et dernier éclairage de ce matin, avant la pause, nous sera apporté par le colonel d'état-major général Gérald Vernet.
officier de milice. Le colonel Vernet est depuis le 1er janvier de cette année le délégué du chef de l'armée suisse pour la cyberdéfense. Il a étudié la géologie, il a étudié la météorologie. Je ne sais pas dans quelle zone souterraine ou aérienne se situe son nouveau champ de bataille, c'est-à-dire la politique de sécurité. Je lui laisse l'appréciation de cette réflexion. Il travaillera entre 2011 et 2012 au secrétariat général du département de la Défense, protection de la population et des sports, en sa qualité de directeur adjoint du programme de stratégie nationale de cyberdéfense, avant que ce projet ne soit enlevé, piraté depuis le département fédéral des finances qui en a repris le lead. Il nous l'expliquera peut-être maintenant ou plus tard. Le colonel Vernet est également président du comité roman pour une défense crédible, mais ceci, madame, monsieur, c'est vraiment un autre débat. Mon colonel, la cyberdéfense, le cyber-État, la cyberarmée, à vous la parole. Mesdames et messieurs les invités, c'est pour moi tout autant un plaisir qu'un honneur ce matin de vous présenter un petit peu la vue sur ce thème, cyberdéfense. Je prends un petit peu le contre-pied du thème d'aujourd'hui, auquel j'ajoute encore un S à la fin, parce que la cyberdéfense, elle a un S. Il y a beaucoup d'intervenants, il y a beaucoup d'approches différentes. Ce n'est pas qu'une question d'un logiciel merveilleux qui va vous répondre à toutes les questions. Donc il faut le voir d'une manière intégrale et c'est ce que je vais essayer de vous montrer ce matin. D'autre part, ce S, je le veux aussi dans une vue de continuité. La continuité, il y a un continuum sécurité-défense auquel nous devons penser parce qu'il est inimaginable que l'armée puisse apporter depuis le haut une solution sans que la société elle-même prenne en main ses propres éléments de sécurité et assure donc que la société dans l'ensemble soit résiliente. La signification pour l'armée, qui est une infrastructure critique comme les autres de ce domaine-là, eh bien, parce qu'elle devra aussi être capable, dans n'importe quelle situation, de remplir sa mission. Elle ne peut pas dire, écoutez, désolé, nos ordinateurs aujourd'hui ne fonctionnent pas, revenez demain. Ça doit marcher. Si on pèse sur le bouton de la mobilisation, ça doit marcher. La deuxième chose, je reviendrai là-dessus aussi tout à l'heure, il s'agit de comprendre dans quelle manière ce domaine-là s'intègre dans la nouvelle manière de faire la guerre. Et le troisième élément, qui est, selon les appels que nous avons entendus ce matin de travail en réseau, c'est quelle est la pierre que l'armée peut apporter à l'édifice général pour sécuriser notre pays. Je vais tout de suite vous dire aussi que nous ne commençons pas à zéro, bien sûr. Il y a déjà énormément de choses qui sont faites, mais tout cela évolue à une vitesse effarante. Et bien sûr que nous sommes en permanence en train d'adapter le système, en train de comprendre. Ce que je veux aussi essayer, c'est de briser un certain nombre d'idées reçues. Et finalement, de poser la question, parce que certains pensent que nous sommes face à une mode. Je crois que M. Kudelski l'a démontré, ça fait 20 ans, 25 ans qu'il travaille là. Non, je ne crois pas que ce soit une mode, mais la question c'est jusqu'où est-ce que cela peut aller et comment pouvons-nous, ou à quel degré de dimensionnement devons-nous donner aux instruments qui seront les nôtres à l'avenir. Donc, ceci dans une vision de politique de sécurité. Voilà, une fois qu'on a trouvé le bon bouton, ça va tout de suite mieux. J'aimerais aussi commencer, comme l'ont fait les intervenants précédents, d'abord par parler du contexte. Il est important de savoir ce que nous faisons, dans quel cadre nous faisons. Encore une fois, de démystifier cette approche « j'y comprends rien, c'est de la technique ». Chacun d'entre nous a une part à jouer là-dedans, y compris maintenant nos aînés qui eux aussi bricolent avec ces appareils-là. Et puis je vois un certain nombre de têtes, y compris la mienne, qui fera bientôt partie de cette catégorie. Donc apprenons à temps de quoi il s'agit. J'aimerais aussi
un petit peu démystifier, parce qu'on entend systématiquement dans les journaux, ce ne sont que les pirates, et puis ces pirates sont toujours des Chinois, si possible. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Je crois que M. Kudelski l'a aussi très largement démontré. Vous avez l'espion de l'espion de l'espion de l'espion, et puis à la fin, il y a vous qui êtes observé là-dedans. Il s'agit effectivement de comprendre tout ce mécanisme. Et on a entendu ça ou là, dans le débat sur la votation du 22 septembre, revenir avec une certaine insistance la question des cybertroupes et de mettre des bataillons sur pied. Je pense qu'ici, la réflexion commence, elle est bien avancée. Nous devons voir aussi que c'est un domaine nouveau, c'est un domaine différent. Le modèle du cours de répétition des 3 semaines dans le cybernétique, je doute que ça soit vraiment la bonne réponse. Ceci étant, la milice a une énorme importance dans ce domaine-là. Je reviendrai là-dessus, et ceci avec ma casquette cette fois, non pas de délégué, mais du président du CRDC. Je vais revenir. Problème multifactoriel, je vais pouvoir un petit peu accélérer parce que les précédentes personnes ont déjà dit ceci. D'abord, il y a un environnement. Cet environnement, il est excessivement complexe. Nous-mêmes, nous avons passé de la zone Homo erectus à celle de Homo cyberneticus. Nous sommes des personnes complètement différentes. Nous vivons aujourd'hui différemment. Nous sommes dépendants. Et l'avant-dernier point ici, pour moi, est particulièrement important, c'est celui des dépendances, et notamment d'un certain nombre d'infrastructures que nous avons aussi désignées en tant que supercritiques. C'est-à-dire que si ces infrastructures-là viennent à tomber, c'est carrément notre société qui tombe. Donc nous avons ici un effort principal à porter sur ces infrastructures. Et puis en plus, ces infrastructures, ou l'ensemble des infrastructures, elles ont un problème supplémentaire, c'est qu'aujourd'hui elles sont polyvulnérables. Vous pouvez vraiment les dégrader de tous les côtés. Je reviendrai encore là-dessus, et n'oubliez pas de multiples manières. Ça, c'est le côté environnemental. Le deuxième côté important, nous en avons également parlé, ce sont les conflictualités. Et ici, les choses évoluent très vite. Vous avez une professionnalisation des criminels et vous avez les armées aussi qui, aujourd'hui, s'approprient ce domaine-là pour conduire la guerre. Comment est-ce que nous désignons aujourd'hui, dans le cadre des études qui sont actuellement en cours au niveau de l'armée, comment est-ce que nous désignons l'adversaire? Eh bien, cet adversaire, il a effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, un visage multiple qui nous oblige à avoir une approche continue, d'opérer en fait un continuum de sécurité et défense. Pourquoi? Parce que la plupart des gens que vous retrouvez dans les différentes motivations qui sont montrées ici, dans ces différentes formes de menaces, vous les trouvez en bas de la chaîne, mais vous allez aussi certainement les trouver tout en haut de la chaîne. Je le disais tout à l'heure, des infrastructures, ça s'attaque par plein de manières différentes, et nous devons ici comprendre que arrêter un ordinateur, fracasser une infrastructure, et ça c'est le géologue qui vous le dit, qui a fait 4 ans à casser du caillou avec des marteaux, eh bien un marteau ça va très bien aussi pour casser un ordinateur. Il n'y a pas besoin d'avoir des masses de connaissances de ce domaine-là. Donc nous devons aussi protéger, non pas seulement de manière logique, mais également physiquement nos infrastructures. Et protéger nos infrastructures, c'est aussi passer par les personnes qui en ont la charge. À partir du moment où une personne devient vulnérable, parce qu'on peut lui mettre un chantage sur le dos, parce qu'on peut mettre un pistolet sur la tempe d'un membre de la famille, eh bien vous avez aussi une approche ici qui est physique. Il n'y a pas besoin d'aller deviner le mot de passe. Vous avez aussi toute la problématique du domaine sémantique. Aujourd'hui, l'Internet, le cyberespace, c'est du contenu. Et avec ce contenu, aujourd'hui, on fait aussi la guerre. Vous le voyez tous les jours avec ce qui se passe ici sur les médias sociaux et autres. Et puis, dernier élément qu'on a un tout petit peu oublié, tous ceux qui ont grandi dans la sécurité au moment de la guerre froide le savaient, les effets électromagnétiques qui à l'époque étaient nucléaires, eh bien aujourd'hui on peut également faire des dégâts invraisemblables sur des infrastructures avec des effets électromagnétiques. Nos amis de Boeing viennent d'ailleurs dans ce domaine-là de développer un splendide missile qui permet, en volant par-dessus des infrastructures, d'éteindre ce qu'il y a en dessous. Donc, vous voyez qu'on peut s'attaquer à nos infrastructures de manière vraiment multiple. Il y a, bien sûr, par rapport à tous ces intervenants, à toutes ces formes de menaces ici, il y a des différences
des différences en termes de motifs, des différences en termes d'approche légale, parce qu'on ne va pas toujours pouvoir taper sur toutes ces personnes de la même manière. Et puis, il y a en termes de compétences. Je vais revenir sur l'aspect des compétences. Il y a aussi beaucoup de synergie, de convergence. D'abord, vous le voyez sur le dessin ici, chacun des intervenants des cybermenaces de vandalisme à conflit est précédé par la partie espionnage. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il faut gagner du renseignement sur sa cible pour pouvoir la pénétrer, pour pouvoir prendre influence sur elle. Donc, ça commencera toujours par ce que le colonel Sevilla nous a montré ce matin, c'est-à-dire gagner du renseignement. Dans tous les scénarios que nous faisons, d'ailleurs, nous allons aussi dans ce sens-là, parce que c'est aussi dans cette phase que l'attaquant peut déposer pour des attaques ultérieures des charges additionnelles dans vos systèmes qu'il va pouvoir activer le moment où il en aura besoin. Par contre, on a une autre convergence, c'est que tout le monde utilise les mêmes technologies et les mêmes vecteurs, ce qui fait qu'ici, nous pouvons effectivement directement bénéficier de la synergie avec nos amis du secteur privé. Niveau de compétence des cyberattaquants, eh bien, ça va depuis le script kiddie, le fils du voisin qui télécharge des informations librement disponibles. Ensuite, vous avez ceux qui sont un tout petit peu plus malins, qui travaillent des fois même dans l'informatique et qui sont capables de développer ou de trouver des vulnérabilités. Ensuite, on va arriver à ceux dont c'est le métier. Pour s'opposer à cela, la première approche, c'est de dire « achetons des solutions ». Et vous voyez à la forme du triangle qui va vers le haut, c'est que ces solutions-là, à un moment donné, elles perdent de leur efficacité. Elles vont perdre d'autant plus lorsqu'on va se trouver avec des attaquants vraiment très organisés. L'attaque Stuxnet, par exemple, contre l'Iran, si vous en avez entendu parler, on peut la mettre dans ce domaine-là, c'est Advanced Persistent Threats. Et puis encore plus contre ce que nous appelons les top 5, c'est ces quelques États qui ont la possibilité d'imposer à leur industrie de mettre un certain nombre de charges additionnelles dans les appareils qu'ils nous vendent. Que faire contre ceux-là? Eh bien, il faut de l'intelligence, il faut des compétences. Et là, on entre dans un domaine que les militaires connaissent, il faut de la tactique, il faut aller les chercher, il faut faire à notre niveau ce que M. Kudelski a aussi fait au niveau industriel. Donc, il faut aussi de la gouvernance, je vais revenir là-dessus. Donc, voilà à qui nous avons affaire en termes de complexité. Si nous regardons maintenant, pour en arriver à la question du dimensionnement, jusqu'où est-ce que cela peut aller? Alors, vous avez ceux qui vous disent la cyberguerre, ça n'existe pas. En tant que terme, je suis parfaitement d'accord que le terme de guerre est à proscrire du débat. Ceci étant, nous avons quand même un certain nombre d'éléments par le passé, les exemples, vous les avez ici, quelques-uns, qui démontrent que dans des conflits, nous avons déjà eu, à réitérer reprises, des exemples suffisamment graves pour nous montrer qu'effectivement, ça peut faire excessivement mal. Mon exemple préféré, c'est l'Aurora Test. Celui-là, vous pouvez le télécharger très facilement, fait par le Homeland Security aux États-Unis. C'est un essai qui a été fait contre une génératrice. Alors, on a attaqué avec un ordinateur cette génératrice. Au début, rien. Ensuite, elle commence à se secouer. Ensuite, elle fait de la fumée blanche. Ça ne veut pas dire Habemus Papam, parce qu'après, elle fait de la fumée noire et le moteur est cassé. Il est cassé physiquement. On peut, par ces attaques, créer de la casse physique. Jusqu'où est-ce que cela peut aller? Eh bien, nous avons tenté d'y répondre dans le cadre de l'exercice de conduite stratégique qui a été joué au niveau de la Confédération au mois de mai. En fait, c'était la dernière phase cette année. Et vous voyez ici qu'est-ce que ça peut signifier. Et j'aimerais insister tout d'abord sur le titre « et leurs conséquences ». Parce que quand vous avez, comme au jour J, ensuite, un avion par terre, un train dans le mur, ou qu'une usine chimique se met à relâcher des produits toxiques, ce n'est pas de cyber qu'on va vous parler à ce moment-là, c'est d'infanterie, c'est de sauvetage, c'est d'hôpitaux, c'est d'ambulances, c'est de policiers. On doit le voir dans ce sens-là global. Ne voir que le cyber serait se masquer le visage, et ce serait totalement faux. Vous voyez ce qu'on a joué ici, c'est déjà assez violent. Est-ce que ça peut être plus violent? J'ai essayé de représenter ceci d'une manière
la plus didactique possible. Vous voyez sur l'axe vertical l'intensité du problème. Entre rien du tout et l'intensité maximale. C'est quoi l'intensité maximale? On y revient. Et puis vous avez en bas les moyens pour faire face. On pourrait dire, quelque part, les moyens se trouvent donc selon cette droite. À problème X, réponse Y. Les esprits les plus vigoureux ici diront non, non, c'est selon cette courbe-là, Pareto, 80-20, moi je vais simplifier, on va rester selon la droite. Où sommes-nous en Suisse aujourd'hui? Eh bien, nous en sommes là. Nous avons pris connaissance du problème, mais nous ne sommes pas très loin. Nous sommes encore, je dirais, à faire de la sécurité informatique à beaucoup trop d'endroits, et pas beaucoup plus que cela. Et par rapport au problème qui nous est posé, nous avons déjà un delta. Nous l'avons vu dans le cadre de la stratégie nationale. La stratégie nationale, elle a dit, voilà l'intensité. C'est tout cela est virtuel, didactique. Mais voilà l'intensité. Malheureusement, par le fait d'un certain nombre de décisions, bien que la stratégie prenne la bonne direction, nous n'avons peut-être pas encore été ou pu aller assez loin. Donc, le trou se creuse. L'exercice de conduite stratégique, lui, a mis en œuvre un scénario qui va au-delà de ce qu'on a mis dans la stratégie nationale, puisque cette stratégie nationale dit aussi ce n'est que pour le cas de paix. Avec ce que je vous ai montré ici comme scénario, on peut se demander si on est vraiment encore en paix. Mais vous voyez, le problème du point rouge, c'est que nous avons testé une situation grave avec des moyens d'aujourd'hui, et c'est là que l'on mesure le gouffre qu'il y a entre ce que nous devrions avoir et ce que nous avons réellement. Et puis pour moi, la question se pose, quid de tout en haut? Eh bien là, il y a un nouveau champ de travail aussi sur lequel il faut impérativement travailler. Nous y travaillons, notamment avec les hautes écoles, et ceci va se renforcer. Parce que la question, c'est de dire, et pour l'armée, qu'est-ce que cela signifie? Où sommes-nous attendus? Où en sommes-nous maintenant au niveau de notre armée? Quelles sont les réflexions? Qu'est-ce que nous avons mis en œuvre? Tout d'abord, je le disais en introduction, il s'agit de comprendre que le cyberespace est une des dimensions opérationnelles parmi toutes les autres. Ce n'est pas parce que le cyber est important que tout à coup on va ne voir que ça. C'est un élément parmi tant d'autres. C'est un élément qui doit être intégré dans l'image opérationnelle commune que l'on utilise pour faire notre métier. Que l'on soit policier, juge ou soldat, c'est égal. Parce que de toutes ces dimensions dépendent les actions que nous sommes capables de faire. Nous avons aussi travaillé beaucoup sur la problématique des définitions. Que faisons-nous aujourd'hui? Eh bien, si je prends ici un parallèle avec la voiture, la sécurité passive ou active de votre voiture, ses freins, ses tôles, ses systèmes embarqués, pour moi, ça fait partie de la cybersécurité. Ça fait partie de ce que vous achetez avec un ordinateur aussi, c'est là. Ça doit être là, on ne discute pas. Il y a un état de l'art. Mais cet état de l'art, avec votre voiture, ne vous empêchera pas d'avoir un accident ou d'utiliser cette voiture à mauvais escient. Et c'est pour ça qu'on entre ensuite dans le domaine défense, où là, nous prenons des mesures techniques, tactiques, pour pouvoir aller contrer les différents problèmes. Et puis ensuite, il y a, et ça c'est un élément que seules les armées aujourd'hui peuvent concevoir, monopole de la violence, toute la problématique des cyberopérations. De notre point de vue, maintenant, c'est clair que du point de vue des autres, vous l'avez vu avec les exemples, il y en a déjà qui se gênent plus trop maintenant, étant donné que pour les armées, le domaine cybernétique est très pratique, on n'est pas vu, donc on n'est pas pris, donc on se permet un petit peu tout. Et puis, fort de ces premières constatations, nous avons maintenant travaillé avec le chef de l'armée sur une stratégie pour l'armée, pour la cyberdéfense. Vous en découvrez ici le libellé, c'est tout simple. Il n'y a pas besoin de faire plus. Et maintenant, à quoi est-ce que ça ressemble? Eh bien, ça ressemble à des choses que vous avez déjà entendues 20 fois ce matin. Ça ressemble d'abord à un cadre. Nous avons besoin d'un cadre politique et légal qui nous aide à faire le travail. S'il n'est pas là, eh bien, on fera ce que le cadre existant nous permet, mais ce cadre-là doit être amélioré impérativement. Et dans le cadre de la stratégie nationale, il y a ici tout un projet qui est prévu aussi d'améliorer le cadre général. Vous avez en bas, bien sûr, l'ensemble des prestataires, qu'ils soient militaires, civils, c'est égal, qui doivent être résilients, sinon ça ne sert à rien.
Hein, si vous sortez nu dans la rue, vous pouvez avoir le meilleur médecin du monde, vous aurez quand même un rhume. Alors, on va se couvrir avant de sortir. Ensuite, il y a les collaborations internationales et nationales. Ça, c'est le cadre. Et puis ensuite, 3 termes qu'on a déjà entendus, anticiper. Je le répète, anticiper, parce que réagir, c'est bien, mais si on ne sait pas, c'est trop tard. Il y a toute la prévention qui va avec. Et puis, un élément qui manque dans la stratégie nationale mise en œuvre aujourd'hui, c'est l'élément de conduite, l'élément de gouvernance. Et cela, nous voulons le mettre sur pied pour ce qui est de l'armée. Ceci, nous sommes en train actuellement de le définir. Pour nous, la cyberdéfense, ce n'est pas tout simplement de la technologie. Bien sûr que la technologie est au centre, bien sûr qu'elle est le vecteur, qu'elle en est la cause, la conséquence, qu'elle en est les outils, etc. Mais nous voulons vivre, concevoir la cyberdéfense comme un écosystème, terme que nous avons déjà aussi entendu ce matin. Si je vous dis de quoi sont composées les forces aériennes, je suis sûr que dans la salle, pratiquement tout le monde va pouvoir dire « Eh bien, il y a des avions, il y a des pilotes, il y a des pistes, il y a des tours, il y a de la télécommunication. » Eh bien, pour la cyberdéfense, c'est la même chose. Nous sommes en train aujourd'hui d'approuver la liste, cette géographie des moyens de cette cyberdéfense pour arriver à construire quelque chose de complet, quelque chose qui fonctionne, qui soit capable, dans le cadre des missions de l'armée, d'apporter dans ce domaine-là les solutions souhaitées. Et puis, je conclurai ici maintenant sur l'armée de milice, avec en partie aussi ma casquette dans le cadre de la votation actuellement qui me tient à cœur, nuit et jour, et pour vous parler de la milice, pour vous parler du formidable système que nous avons aujourd'hui. Je vous présente M. Symbiote. M. Symbiote a une tâche militaire, mais il est aussi au civil un collaborateur, un ingénieur qui travaille pour notre économie. Quand il vient chez nous, il nous apporte un certain nombre de choses. Quand il rentre dans son entreprise, il repart avec un certain nombre de choses. Il y a d'ailleurs dans cette salle ici un certain nombre de personnes qui sont, on ne va pas leur demander de lever la main pour des raisons évidentes, mais qui font déjà partie aussi du petit état-major que je suis en train de mettre sur pied. D'accord ? Et ces gens-là font tous partie d'entreprises privées. Et je me suis amusé, et ça sera ma conclusion, à faire un petit calcul avec l'obligation de servir. Au bout de 20 ans, avec tous les gens qui nous passent entre les mains, nous avons la possibilité d'instruire, et je ne parle pas de sensibiliser, mais d'instruire pratiquement 15% de la population active de notre pays à ce problème-là. 15% de la population active. Dites-moi qui est capable de faire mieux. Je vous laisserai la conclusion. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, mon colonel, de nous avoir dressé ce portrait militaire et d'avoir apporté à ce débat de ce matin la contribution de l'armée. Je vais décidément rentrer de Champéry en disant à mon fils qu'il a, à côté de toutes les possibilités que lui offre déjà le service militaire, la possibilité aussi de devenir un cyber-soldat. Ça marche ? Ça va marcher. Et puis j'ai retenu de votre exposé, et ce sera une très courte simplification, qu'entre le marteau qui permet de détruire mon smartphone et le smartphone, je crois que je vais plutôt renoncer au marteau. Merci, mon colonel. Deux informations. La première pour vous dire, et ceci avec un coucou aux internautes, qu'ils sont plus de 200 actuellement en ligne à suivre les débats du Forum Sécurité Chablais consacré à la cyberdéfense. Deuxième ou seconde information, nous reprenons ici, dans cette salle, après la pause, nous reprenons à 11h35, cyber heure 11h35 avec le forum. Bonne pause à vous, Madame, Monsieur. Merci.